Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. Les deux officiers de l'armée guinéenne tués dans le crash d'un hélicoptère le 6 août dernier ont été inhumés ce jeudi à la base militaire de Yimbaya. Un hommage a été rendu au colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé, une forte mobilisation des familles et autorités militaires du pays. Fête de l'Assomption ce jeudi, ce sont les chrétiens du monde entier qui ont célébré la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. En Guinée, la cathédrale Sainte-Marie de Conakry a rassemblé de nombreux fidèles. L'archevêque de Conakry a mis l'accent sur la paix pour une Guinée unie et prospère. Il est toujours difficile de se déplacer en Guinée. Les routes dans un état de dégradation très poussé rendent la circulation pratiquement impossible vers certaines localités de l'intérieur. À Djoumaya, dans Djoubreka, les citoyens crient leur colère. Les deux victimes du crash d'hélicoptère du 6 août dernier à Kaloum ont été inhumées ce jeudi. Une cérémonie funèbre a été organisée dans la matinée de ce jeudi à l'aviation militaire de Yimbaya. Un grand hommage après plusieurs années de service rendu à la nation a marqué cette cérémonie. Des cadres du ministère de la Défense et ceux de la sécurité et de la protection civile, officiers généraux et sous-officiers de l'armée guinéenne, tous étaient mobilisés pour assister aux funérailles des deux officiers, Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara, pour le reportage. C'est à 10h25 ce jeudi que sont arrivés à la base militaire de Yimbaya ces deux corps des deux victimes du crash de l'hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air guinéenne. De la tristesse dans le pôle administratif de la base militaire de l'armée de l'air, parents, amis et collaborateurs étaient inconsolables. Le ministre de la Défense nationale, celui de la sécurité et de la protection civile, auquel s'ajoutent les officiers généraux, les chefs d'état-major des armées et sous-officiers de différents corps de l'armée, ainsi que les représentants des institutions internationales. Tous mobilisés pour rendre hommage au colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé. Les témoignages de ces deux officiers sont émouvants. La famille Diallo a perdu un mari, un père, un fils attentionné, précieux. L'armée perd un officier exemplaire. Le sous-lieutenant s'en est allé pour toujours. Toi, avec lequel j'ai intégré l'armée, toi qui, après la formation commune de base, avait pour seule ambition de servir ta nation avec courage et dévouement. Nansira est la veuve du sous-lieutenant Sékou Kondé. C'est une femme profondément triste mais croyante qui accepte de dire quelques mots à notre micro. Que Dieu lui accorde le paradis, qu'il le pardonne. Mon mari n'a pas accepté que je souffre. Que Dieu le pardonne, que Dieu le pardonne. Colonel Abdoulaye Diallo, lui, est père de plusieurs enfants. Ses trois filles venues des États-Unis sont sous l'émotion. Il est difficile pour elle de s'exprimer. Mfali Kondé, jeune frère du sous-lieutenant Sékou Kondé, formule les prières pour les deux officiers qui vont désormais reposer au cimetière de Cameroun. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'âme de ces martyrs repose en paix. Que la terre guinéenne, qu'ils ont tant aimée et défendue, avec dévouement et abnégation, leur soit légère. Colonel Abdoulaye Diallo, pour rappel, a servi la Guinée pendant 30 ans. Quant au sous-officier Sékou Kondé, il était encore à ses débuts. Une occasion mise à profit par le ministre de la Défense nationale pour réitérer le soutien de l'État guinéen aux familles du colonel Abdoulaye Diallo et du sous-lieutenant Sékou Kondé. Les propos sont recueillis par Ali Badara Camara et Ibrahima Souri Camara. Permettez-moi de présenter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef des armées, le professeur Alpha Condé et de toutes les forces armées,
nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Mesdames Diallo, Madame Condé, nous comprenons votre douleur, votre chagrin et vos souffrances en ces moments. Soyez rassurés qu'au même titre que vous, nous sommes affectés. Avant de terminer, je voudrais saluer tous ceux, de près ou de loin, qui ont participé aux recherches qui ont permis de retrouver l'épave et les membres de l'équipage. Qu'il en soit vivement remercié. Colonel Diallo, Lieutenant Condé, sachez que la nation guinéenne vous restera à jamais reconnaissante pour tous les services rendus. Reposez en paix. Amen. La santé de Toumba Diakité ne se serait toujours pas améliorée. Accusé dans l'affaire des massacres du 28 septembre, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara est détenu à la maison centrale de Conakry. Son avocat a fait une sortie médiatique ce jeudi pour dénoncer les conditions de détention. Al-Gassimou Yaliba, Aboubakar Keke Bangoura. Selon cet avocat qui défend Aboubakar Toumba Diakité, arrêté depuis plus de 2 ans, son client, qui est l'un des détenus les plus célèbres de la maison centrale de Conakry, souffre d'une hernie de la ligne blanche, une maladie qui le fait souffrir énormément dans sa cellule. Nous réitérons que l'état de santé de Toumba est toujours stationnaire. Il lui faut une intervention chirurgicale. Elle est imminente. Toumba ne se soulage que par des attaches au niveau de la poitrine pour éviter que les intestins l'étouffent. Maître Paul Yomba Kourouma estime que son client ne jouit pas de tous ses droits alors que d'autres personnes impliquées dans cette affaire ne sont point inquiétées. Ses droits sont à ce jour brimés et il subit une détention arbitraire. Il est doublement détenu arbitrairement puisqu'il est renvoyé. Il y a un arrêt de renvoi qui le renvoie devant le tribunal, la juridiction de jugement, depuis bientôt 2 ans. Il dit rester confiant et clame l'innocence de son client. Beaucoup d'entre les leaders doivent leur survie à Toumba, qui ce jour s'est sacrifié pour eux, qui n'étaient pas allés au stade pour cette fin, pour le massacre, mais qu'il était allé à la recherche de son patron. Récemment, le comité de pilotage en charge de gérer ce dossier est sorti pour annoncer que désormais, le procès se tiendrait à la cour d'appel de Conakry, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. L'avocat dit que son client est prêt pour s'expliquer. Le gouverneur de la ville de Conakry vient de reprendre la gestion des marchés publics des communes de la capitale, une décision fondée sur un décret présidentiel pris en 1978. Elle fait déjà des mécontents. Mamoudou Bouléré Diallo et Alseni Camara ont pris la réaction de quelques maires suivis. Les marchés constituent la principale source des recettes communales. Le consigner dans le portefeuille du gouvernorat, c'est amputer ces collectivités locales de leur vitalité économique, réagit la mairie de Ratoma. Nulle part parmi les collectivités propres aux régions, vous ne verrez que les taxes issues des marchés sont des taxes réservées ou partagées entre les communes et la région. C'est une taxe propre aux communes. Donc on ne peut pas, on ne comprend pas cette décision du gouvernorat de la ville de Conakry qui reprenne ces marchés qui reviennent normalement aux collectivités, aux communes. Pour la mairie de Ratoma, le gouverneur général Mathurin Bangoura a toujours voulu accompagner les différentes communes. Il aurait donc subi des pressions qui l'ont amené à rapporter cette décision du 6 décembre 2018 qui concédait des marchés d'intérêt de la ville de Conakry en faveur des communes. Le maire de la commune de Dixine n'en veut pas à la personne du gouverneur. Bientôt, nous allons nous retrouver, nous, en collectif de maires,
aller vers qui de droit, savoir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que les communes de Conakry ont fait pour ne pas bénéficier de quoi que ce soit. En attendant cette rencontre des maires des 5 communes de Conakry, ce conseiller prédit déjà une plainte pour attaquer la décision en justice. Les maires, les conseillers, ils devraient tous se donner les mains pour faire un front commun pour invalider cette décision. Le maire de la commune de Matoto reste injoignable. Celui de Matam promet de réagir. Il faut dire que ces marchés dont il s'agit sont dans un état d'insalubrité inquiétant. 2 membres de la délégation syndicale de la société Orifère de Séguiri, licenciés par la direction, les victimes accusent le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Séguiri d'être à la base de leur licenciement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le comprendre dans ce reportage. Les 2 personnes licenciées se sont rendues auprès du Kuntigi de la Basse-Côte pour trouver une solution au problème. Mariam Fodé Camara, Amara Alexila. Ils sont tous 2 syndicalistes et travaillent à la société Orifère de Guinée. Ces employés de la SAG disent être victimes de leur engagement pour la défense de la cause des travailleurs. Licenciés, ils accusent le secrétaire général des collectivités d'avoir tiré les ficelles dans l'ombre. Problème n'a mora walde mbouré parce que n'a bien expliqué. N'tama explication denare. Mon ami a déjà présenté la situation qui prévaut dans notre société. C'est le secrétaire général des collectivités locales, Sine Magasuba, et le préfet de Séguiri, Moussa Kondé, qui sont allés à la radio pour dire que nous sommes des satans. C'est ce qui explique notre présence chez le Kuntigi. C'est les 2 autorités locales qui complotent avec la direction pour nous licencier. Le Kuntigi de la Basse-Côte dit avoir pris acte de la déclaration de ces syndicalistes. Ils invitent le gouvernement et les sages de la Haute-Guinée à trouver une issue favorable. J'ai écouté votre déclaration. Si on est secrétaire général du syndicat, c'est parce que vous avez la confiance des travailleurs qui ont accepté de voter pour vous. Je prends acte. La Guinée est une famille. J'informe le gouvernement, les sages, et je vais les inviter à trouver une solution. Cette situation intervient quelques mois après la grève lancée par la délégation syndicale en juin dernier. Il existe désormais en Guinée un ordre des infirmiers guinéens qui souhaitent ainsi réguler et professionnaliser la profession. Cet ordre national des infirmiers de Guinée aura pour mission d'organiser le personnel infirmier et veiller au bon fonctionnement des structures professionnelles infirmières évoluant en Guinée. Compte rendu, Mamadou Boye Diallo, Ibrahima Sori Sengsouma. Ils sont tous infirmiers et veulent mettre de l'ordre dans leur profession, pratiquée de nos jours par des personnes qui ne sont pas de la corporation. Pour y parvenir, ils ont mis en place l'Ordre national des infirmiers de Guinée. La structure regroupe l'ensemble des infirmiers diplômés devant exercer leur art en Guinée. Nous cherchons d'abord à réglementer cette profession et réguler aussi notre métier, pour savoir qui est qui fait quoi et qui doit le faire, qui ne doit pas le faire. Il faut que les infirmiers puissent donner des soins de qualité et créer une sécurité des patients. L'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier requiert l'application d'une déontologie professionnelle, d'où la nécessité d'assumer des responsabilités requises dans la prise en charge des soins de santé des patients. Au-delà, la structure servira d'interface avec le ministère de la Santé. L'ordre non seulement va servir d'organe consultatif pour le ministère de la Santé, en termes d'ouverture de cabinets de soins privés, en termes d'exercice illégal par exemple ou régulier, lorsqu'on a besoin de voir la fiabilité d'un diplôme ou bien la crédibilité d'un infirmier, on doit consulter directement l'ordre. Le document régissant la création de la structure est composé de 59 articles et 9 chapitres. Il sera prochainement soumis aux autorités à tous les niveaux. À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles chrétiens
catholiques de Guinée ont célébré ce jeudi 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, une occasion pour eux de commémorer la montée glorieuse de la Vierge Marie au ciel à travers des prières et autres rituels destinés à honorer la Mère de Jésus-Christ. À la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, la fête était de taille. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alexila. Le 15 août de chaque année, l'Église catholique fête l'Assomption. La fête, marquée par la montée glorieuse de la Vierge Marie, élevée parce qu'elle a été la mère du Sauveur. Dans son homélie du jour, l'archevêque de Conakry a lancé un message pressant. Aujourd'hui, l'Église nous présente la Vierge Marie comme un modèle que nous devons imiter. En effet, présentée dans la gloire de son Assomption, elle ne connaît pas la corruption. Elle ne connaît pas la corruption. Nous savons bien que la corruption paralyse la marche de notre pays vers son développement. Parce que de nombreux cadres guinéens tombent tous les jours dans les pièges inhumains ou les eaux souillées de la corruption. Le président de l'Assemblée nationale, venu partager cette célébration eucharistique avec ses frères, a imploré la grâce divine pour que règne la paix et la quiétude sociale en Guinée. Priez de cœur avec eux pour la paix en Guinée, pour la cohésion et pour que ce pays qui est sur les rails puisse enfin faire en sorte que ses fils et ses filles s'engagent dans le travail productif pour son meilleur devenir. Pour certains fidèles, fêter l'Assomption est une grâce et suivre les traces de Marie est une bénédiction. C'est une grâce pour moi de la célébrer chaque année. Maman Marie, pour nous, c'est un exemple à suivre, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans la vie de tous les jours. Un exemple de soumission, elle s'est donnée au Seigneur et on aimerait vraiment avoir sa grâce, toute femme. Cette cérémonie de commémoration de la Sainte Vierge réunit chaque année tous les fidèles dans leur paroisse habituelle. Comme les autres solennités de l'Église catholique, l'Assomption est une occasion pour les fidèles de reconnaître et louer les bienfaits de Dieu. La coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, était ce mercredi à la maison commune des journalistes. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays et la position du Kajema sur le débat du projet de nouvelle constitution. Le compte-rendu est signé Antoinette Dédé Onivogui, Alucine Kamara. Selon la Kajema, depuis l'accession à l'indépendance en 1958, la Guinée a connu 3 expériences traumatisantes, caractérisées par la violation des droits humains, la répression politique et la malgouvernance. Elle pense qu'un changement de constitution serait un grand apport pour le pays. Considérant que la constitution du 7 mai 2010 a été promulguée par ordonnance et par un président de transition, considérant l'objectif de la Kajema, pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. La coalition soutient que le contenu de l'actuelle constitution ne prend pas en compte les préoccupations des citoyens au nom desquels elle souhaite parler. À Macenta, le mouvement Alezoluga proteste contre tout changement de constitution en Guinée. Membre du Front National pour la défense de la Constitution, son leader a plusieurs fois fait l'objet de menaces. Le coordinateur de la Kajema a une toute autre lecture.
Pour atteindre une alternance démocratique en Guinée, les membres de la CAGEMA comptent organiser dans les jours à venir un meeting ici à Conakry avant de rejoindre Massanta. À Dubreka, l'état vétuste des routes de Djoumaya représente un véritable calvaire pour les usagers. Ils sont nombreux à se plaindre de l'impraticabilité de cette route qui rend le trajet difficile pour les voyageurs. Reportage Elisabeth Detlin, Amara Alexila. Djoumaya est une localité de Dubreka. L'accès y est très compliqué en raison de la dégradation très poussée de la route. Une impraticabilité de la route qui ne passe pas inaperçue aux yeux de ses citoyens, surtout des conducteurs en direction de Tanene. Ils sont nombreux à se plaindre de l'état vétuste de cette route. Cette route-là n'est pas dans un bon état, surtout le pont qui est devant et la bascule qui est là quand vous dépassez un peu. Cette route nous fatigue et puis il y a l'embouteillage qui se crée. Nous souffrons. Ce que moi j'ai constaté, l'état de cette route nous a beaucoup fatigués. Il y a trop d'accidents et le gouvernement n'arrive pas à bien faire la route. Comme on peut le constater sur ces images, certaines voitures sont en panne à cause des nombreux trous. Les localités comme Tersé, Khorira et bien d'autres sont aussi citées. Cette route est détruite jusqu'à Tersé, kilomètre 5. Et jusqu'à Khorira, il n'y a pas de travaux. Il y a des choses qui se gâtent sur cette route. Quand vous quittez là-bas, ça ne fera pas 3 jours. Il y aura des trous là-bas aussi. Il faut que l'État nous aide pour cette route. Voir cette route en rénovation reste le plus grand souhait de ces usagers qui voient leurs revenus baisser en raison de la mauvaise qualité de la route. La préservation de l'environnement, une préoccupation mondiale. À Sanguiana, une sous-préfecture de Kouroussa, des jeunes de la localité ont organisé à l'occasion de la fête de Tabaski une journée de reboisement accompagnée d'une conférence débat sur l'importance de la protection de l'environnement. Malik Sanguiana Kamara signe ce reportage. En plein mois d'août, la pluie se fait rare en Haute-Guinée, mais particulièrement dans la sous-préfecture de Sandiana. Dans cette localité, le soleil devient de plus en plus ardent avec une chaleur qui s'abat sur les habitants. Une réalité qui dénote les effets de l'homme sur l'environnement. La coupe abusive du bois, l'agriculture sur brûlures, les feux de brousse, la carbonisation entre autres. Pour remédier à ces fléaux, le Club des jeunes patriotes de Sandiana met en œuvre une campagne de sensibilisation pour encourager le reboisement. L'actuelle préoccupation du gouvernement, c'est de savoir comment nous allons reconstruire notre nature aujourd'hui, notre environnement. Et cette initiative qui vient de la part du Club des élites patriotes de Sandiana est à fin saluer. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que notre nature est totalement dégradée, qui a causé assez de conséquences énormes sur la vie humaine. Cette initiative des jeunes a été saluée par les conférenciers avant d'interpeller les sages aussi à s'impliquer dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, puisque les jeunes ont déjà compris, nous pensions et sûrement que les sages vont accompagner les jeunes. Aujourd'hui, vous voyez que la conférence a été participée même par des femmes de la communauté. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un insigne honneur de conduire quand même une conférence liée à l'environnement, chose qui me tient beaucoup à cœur, que je voudrais vraiment développer encore plus et aller beaucoup plus en profondeur pour amener les populations, pour amener les citoyens à comprendre aujourd'hui le mal qui nous guette, également les dangers qui peuvent en découdre par rapport à cette situation. La sous-préfecture de Sandiana a bénéficié de plusieurs sites reboisés. De quoi se réjouir le chef de cantonnement. Depuis la campagne de 2018, nous avons su qu'on a obtenu des bons résultats. Le reboisement de la campagne 2018, il y a eu 6225 plants de toutes essences confondues reboisés à la tête de source de Kouékouni, réalisés par le projet ABE. À la tête de source de Guibé, sur les méandres critiques,
les boutons de bambou ont été mis là-bas dans le cadre de la mise en défense de cette dite forêt. À Moussaya, la zone humide, c'est-à-dire autour de la mare de Moussaya, il y a eu également le reboisement des pieds de Mérina et des manguiers. Après la conférence débat, l'intérieur de la cour de la Maison des Jeunes a été reboisé, une manière pour les organisateurs de laisser un bel exemple à la communauté. Hors de nos frontières, direction le Kenya, l'archipel de Lamu, situé au nord-est du pays, est connu pour ses longues plages préservées, des eaux riches en coraux et une faune marine riche de 5 espèces de tortues menacées. Mais aujourd'hui, ce coin de paradis est menacé justement par un projet de centrale à charbon. Thabit et Ali sortent tous les jours en mer pour pêcher. Issus de familles de pêcheurs depuis des générations, les fonds marins sont leur gagne-pain. Mais ce jour-là, l'inquiétude se lit sur les visages. Leur archipel risque d'être défiguré par un projet de centrale à charbon. Le désastre qui va découler de la centrale à charbon aura un impact jusqu'à Nairobi. Donc vous pouvez imaginer pour les gens de Lamu, beaucoup de personnes pensent qu'il y aura des problèmes de santé comme le cancer. L'archipel de Lamu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est connu pour son architecture swahili, ses belles plages et ses mangroves. Ses habitants craignent que la centrale à charbon ne perturbe l'écosystème. Ils craignent aussi une diminution de la fréquentation touristique. La région se remet à peine de l'enlèvement d'une Anglaise et du meurtre de son mari en 2011. Les touristes n'aiment pas ces projets. Ils ne viendront plus à Lamu comme avant. Et cela va nous ramener des années en arrière. La centrale à charbon fait partie d'un projet de développement beaucoup plus important qui prévoit la construction d'un port, d'axes routiers et d'un oléoduc destiné à développer le nord-est du pays. Mais ses opposants ont remporté une première victoire. Le tribunal national de l'environnement a ordonné fin juin l'arrêt de ce projet controversé. Nous sommes très heureux en fait. Nous ne pensions pas que ça arriverait. Nous avons vu que le gouvernement est très juste. Nous sommes très heureux. Un appel est toutefois possible, et même en cas de victoire des opposants au projet, le gouvernement kényan peut passer outre, comme il l'a déjà fait dans le passé. En Chine, la police hongkongaise a tiré du gaz lacrymogène mercredi sur des manifestants pro-démocratie. C'était lors d'une manifestation devant le commissariat de Shamshupo. Certains ont brûlé des billets à l'effigie de la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. 10 semaines de manifestations, d'escalade des tensions, de violences policières d'un côté, un silence assourdissant de la communauté internationale de l'autre, force est de constater que les réactions occidentales sont timides et rares et se limitent pour l'heure à des appels au calme, au dialogue, à la retenue comme l'ont fait jusqu'ici le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou encore le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian a demandé hier à toutes les parties de mettre fin à l'escalade de la violence. Aucune condamnation en revanche pour ne pas froisser Pékin qui qualifie désormais les émeutiers de terroristes. On rappelle que Hong Kong est une affaire purement interne et s'octroie le droit de mettre fin au chaos et de ramener l'ordre. Et c'est avec ces images de nos confrères de l'AFP qu'on se quitte. Grand merci à tous d'être restés. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV.